J'ai 2 mots à vous dire. Et tout le monde peut ramener sa fraise. Et nous sommes toujours ici chez Parfum de Crêpes, 3 rue de la Bastille à Nantes, le 15 avril 2019 chez Rose Dupé. Elles sont comment les crêpes ? Comment Alors, je vais pas te poser la question à toi, Rose. Est-ce que tu en... Ah bah, elle a pas encore terminé, Dominique Marie-Laure. Rimbaud reste à sa 2e crêpe. Je voudrais pas balancer, mais... Tu as compté les crêpes de Dominique C'est Rimbaud ? les meilleures crêpes de Nantes. Ah bah voilà. Ouais, Ouais. voilà. Et c'est quand même un Nantais pur jus qui dit ça. C'est un gars du Mans élevé à la rillette. Donc, Dominique, tu voulais réagir ? Je voulais dire que la 2e crêpe, c'était pour la photo. Voici justement notre 3e invité. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Bonjour, toi le jeune qui vient d'arriver pour la première fois sur cette chaîne, le studio radio t'intrigue. Alors tu es resté, histoire de voir de quoi on parle. Alors toi qui aimes les chroniques courtes et rigolotes... Alors, c'est vrai que c'est pas le bon jour pour ça. C'est vrai que c'est pas aujourd'hui qu'on rigole le plus dans le jeu de mots à vous dire. Reste quand même avec nous parce que je vais m'efforcer d'aller à l'essentiel. L'invité qui vient aime la musique. C'est bien ça la musique pour attirer les jeunes. Il aime la chanson française. Non, reste le jeune, reste. Il aime aussi le sport. Il aime le Tour de France. Il aime le théâtre. Il aime le cinéma. Il aime Bourvil. On va parler de choses essentielles avec lui. Reste avec nous. On va parler de jeunesse. On va parler de toi, le jeune, puisque la jeunesse c'est important. Il considère notre invité que la jeunesse et particulièrement l'adolescence c'est un enjeu politique. Ça veut dire que tu es important aux yeux de notre invité. Et puis on va parler d'autres choses essentielles, de ton avenir, de ton rapport aux politiques avec lesquels tu es parfois en désaccord, en colère, ou parfois tu es indifférent à l'égard des politiques. Parce que, faut bien le dire quand même, toi jeune, parfois tu ne crois pas à grand-chose, il faut admettre aussi. Notre invité est avocat, il est ex-député, ex-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, premier secrétaire du Parti socialiste en Loire-Atlantique. Non, reste le jeune, reste, tu vas voir, c'est intéressant. Notre invité est un homme essentiel. Voici Dominique Rimbaud. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. Bienvenue Dominique Rimbaud. Merci. Dans J'ai 2 mots à vous dire, c'est un vrai plaisir de t'accueillir. On s'est dit en préparant cette émission qu'on avait potentiellement 5 heures d'émission possible avec toi, tant les sujets sont nombreux. On va forcément faire des choix. Et on va commencer avec Thomas qui va partager l'interview avec moi. Par ta fiche Wikipédia qui indique que tu as été membre de l'Alliance marxiste révolutionnaire, membre du Parti communiste de 76 à 81 avant de rejoindre le Parti socialiste. Wikipédia dit vraiment des idioties, hein. C'est pas possible ça. C'est vrai. Si, c'est vrai. La politique, ça m'a toujours intéressé. C'est ce que je considère que c'est la plus belle activité dans la vie. Donc, C'est-à-dire, pourquoi Qu'est-ce qui est beau Eh bien, faire vivre ensemble les hommes, les femmes, je veux dire pas la question homme-femme, mais faire vivre ensemble les citoyens, ceux qui veulent sortir le soir et ceux qui veulent dormir, et puis le lendemain c'est l'inverse, parce que ceux qui sont sortis ils veulent dormir et ils veulent plus quand il y a du bruit dans la rue, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, c'est le plus bel exercice que l'humanité puisse faire. L'Alliance marxiste révolutionnaire, c'est un mouvement qui est né juste après mai 68. C'est un peu postérieur, c'était 69 je crois. Oui, c'est un tout petit groupuscule et puis ça m'a lassé assez vite, c'était trop groupusculaire. C'était des gens sympathiques mais c'était trop groupusculaire. Et le PS est arrivé, on est au moment du congrès d'Épinay, là, dans les années 70. Oui, mais moi C'est Mitterrand qui te mobilise ou c'est les idées socialistes de manière plus générale ? C'est plutôt l'idée qu'il faut devenir sérieux et qu'il faut, à un moment donné, il faut se poser la question de l'exercice du pouvoir et qu'il faut passer dans un parti qui est potentiellement un parti de gouvernement. On va parler bien sûr de politique et du rapport de nos concitoyens à la politique dans quelques instants. Auparavant, Thomas, notre invité, Dominique Rimbaud, est avocat de métier. Il est avocat et Libération, le journal écrit en 2001 à propos de ton entrée. Je te tutoie Dominique, c'est la pratique. On a posé la question à Dominique avant l'ouverture de l'antenne. Donc je ne le vous vois pas. Ouais. À propos de ton entrée au Palais Bourbon, Dominique Rimbaud, l'un des meilleurs avocats pénalistes du Palais. Alors comment sait-on qu'on est un bon avocat ? Est-ce que, par exemple, quand on est surnommé acquittator comme Dupond-Moretti ? Alors c'est un grand mystère parce que quand on est avocat pénaliste,
il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de critères, parce que les clients qu'on défend sont condamnés dans 95% des cas, et dans 90% des cas, ils ont plaidé coupables. Donc, est-ce qu'on a réussi à faire baisser la sentence ? On ne le saura jamais, puisque à un moment donné, la sentence, elle tombe. Alors qu'est-ce qui fait qu'on dit de toi à cette époque que tu es un des meilleurs avocats ? C'est pas facile La de répondre à qualité, ça. c'est pas facile. Alors d'une part, c'est pas facile. Apparemment, c'est la qualité des arguments qui sont employés, l'habileté pour défendre des causes très difficiles. Parce Malicieux et fin psychologue. Il fait pleurer ou rire un jury comme personne. Oui, enfin ça c'est un peu Dit à exagéré. journaliste nantais. Oui, À l'époque. c'est quand même un peu exagéré. Mais c'est un travail qui est un petit peu compliqué. Et donc parce que l'idée qu'on défend des innocents, c'est quand même une idée, c'est statistiquement très très rare. On défend surtout des coupables. Et ce qu'il faut, c'est réussir à démontrer que, eh bien, l'homme ou la femme, mais c'est surtout des hommes que l'on défend, eh bien, ne se résume pas à son crime. Mais il y a des fois où l'horreur du crime absorbe tout. Et donc, c'est essayer de sortir de cette sidération par l'horreur de ce qui a été commis. Et ça, c'est un exercice parfois extrêmement difficile. Un souvenir marquant de ta carrière d'avocat ? Un souvenir marquant, j'ai un client qui a été condamné à perpétuité. Et donc, au moment où la sentence tombe, le client, l'homme, il est derrière moi à 1 mètre. Et je me dis, il va falloir que je me retourne et que je dise quelque chose. Et je ne sais pas quoi dire. Et ça c'est difficile. C'est vraiment des moments un petit peu tendus. Et donc des moments quand même assez. Tu revis des moments difficiles comme ça parfois, ou tu les regardes avec recul, avec l'armure que constitue la robe de l'avocat ? La robe n'est pas une armure, mais évidemment, il faut prendre de la distance parce qu'on ne peut pas être dans l'émotion en permanence, sinon on est totalement explosé. Donc il faut quand même prendre un moment de distance, mais il y a des moments où c'est difficile. Et j'ai un autre souvenir où il y a eu un réquisitoire qui était un réquisitoire d'une très grande habileté, d'une très grande modération, pour dire combien les faits reprochés à mon client étaient épouvantables. Et au moment de me lever pour plaider, je me disais, c'est quand même vrai. Hein, c'est quand même vrai que là... Et j'avais c'est une métaphore sportive, mais j'avais les jambes un peu coupées au moment de démarrer. Parce que je me disais, oui, c'est vrai que c'est pas rien quand même. Hein. Surtout que les mots comptent évidemment pour impacter le jury, mais le langage non-verbal est capital dans l'impact à l'égard justement des hommes et des femmes qui vont devoir se faire une opinion. Ah oui, il faut que... C'est comme ici, c'est comme à la télévision. Il faut avoir la tête qui va avec le discours. Et c'est pas comme la radio. La radio, on peut avoir une tête qui va pas avec le discours. Mais alors on peut nous écouter en podcast ou on peut nous regarder, c'est selon. Donc tu vois, dis-nous quel canal tu veux et puis on va adapter les... Je préfère le podcast. Le podcast, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'est pas obligé d'avoir la tête qui va avec l'ensemble. Parfois, on est d'ailleurs étonné quand on rencontre des journalistes radio qu'on a entendus de voir leur tête. On ne les avait jamais imaginés comme ça. Ouais. Et c'est là qu'on leur dit, vous avez vraiment une tête à faire de la radio. Ouais, c'est ça. Ça, on nous l'a tous sorti un jour ou l'autre, ceux qui font de la radio. Thomas ? Dominique, est-ce qu'un avocat peut défendre tout le monde ? C'est le rôle, oui. C'est le rôle. Alors après, il y a ce qu'on peut supporter personnellement. Et on peut toujours dire, non, écoutez, moi, je peux pas. Ou ça, c'est trop compliqué pour... Alors, et vous, personnellement, vous auriez pu défendre un ex-djihadiste, par exemple ou Tout dépend de l'axe de la défense. Si on me demande d'expliquer que le djihad et la guerre sainte sont tout à fait légitimes et qu'il faut absolument étriper les mécréants, je dirais, écoutez, choisissez-en un autre. Si on me demande d'expliquer que c'est un enchaînement, c'est un engrenage, et que dans cet engrenage, il a certes joué un rôle, mais qu'il y a des facteurs explicatifs qui font qu'il est tombé là-dedans et qu'aujourd'hui, il est en train de s'en sortir, c'est quand même une défense qui est plus facile. Il y a Abdelkader Mera. Mohamed Merah, par exemple, oui. Son frère, dont l'aboutissement du procès va avoir lieu cette semaine, là, au moment où nous enregistrons cette émission.
Avril 2019. C'est quand même une autre défense, parce que, si j'ai bien compris, j'ai pas suivi ça de très près, mais c'est un homme qui dit non, je ne suis pas coupable, moi je n'étais pour rien dans les agissements de mon frère. Donc ça c'est autre chose. Il ne demande pas, il n'explique pas qu'il faut tuer tout le monde, il faut tuer tous les mécréants. On est dans une autre optique. Alors je ne sais pas s'il dit vrai ou s'il dit faux. Pour l'instant, le premier tribunal a considéré qu'il mentait et qu'il avait quelque chose à voir, mais c'est un autre type de défense. Tu es un spécialiste également du système pénitentiaire, et alors on parlait de djihadistes à l'instant avec Thomas. Qu'est-ce qu'on peut faire des djihadistes qui reviennent de Syrie ou d'Irak là ? Est-ce qu'on doit les incarcérer en France ? Alors, il y a deux cas de figure. Soit ils sont incarcérés dans le pays dans lequel ils ont commis les crimes qu'on leur reproche, auquel cas il n'y a rien à dire si c'est un pays qui a un système de justice qui est respectueux des droits de l'homme. C'est pas certain. C'est pas certain, mais on peut aussi faire pression pour qu'il n'y ait pas d'application de la peine de mort. Sinon, on peut solliciter une extradition, encore que ce ne soit pas exactement une extradition, et que le pays dans lequel les crimes ont été commis garde compétence pour juger les hommes qui ont commis les crimes. Alors après, la diplomatie s'active pour dire bon, il faut commuer les peines de mort en prison à perpétuité. Donc ça, c'est une chose. Est-ce que après, c'est une gestion de politique pénale, mais la règle qui s'applique dans les crimes internationaux, dans les crimes commis à l'étranger, c'est que les Français sont jugés par la justice du pays où ils ont commis les crimes. Tu as beaucoup travaillé sur la question du système pénitentiaire et tu dis notamment qu'il faut juger plus vite. Qu'est-ce qui ralentit la justice ? C'est un terrible manque de moyens. La justice... C'est d'abord une affaire de moyens ? C'est d'abord une affaire de moyens, oui, absolument. C'est d'abord une affaire de moyens. On a demandé dans les 30-40 dernières années à la justice et à la police et à la pénitentiaire de juger beaucoup plus de cas. Alors, plus de cas, mais aussi on a multiplié la procédure. La police doit désormais accueillir les avocats en garde à vue, ce qui est plutôt une bonne chose, mais ça prend du temps. La justice avait multiplié les cas, c'est-à-dire que désormais, le nombre de divorces a augmenté. On a créé en matière civile un juge de l'exécution. On a on a donné beaucoup de droits en matière d'instruction de juge, dans les procédures devant les juges d'instruction, ce qui fait que l'instruction est beaucoup plus lente. Et par ailleurs, on a juridictionnalisé l'application des peines, ce qui fait qu'on a multiplié des procédures qui sont des procédures nouvelles, sans beaucoup augmenter les moyens. Ce qui fait qu'il y a une difficulté à traiter tous les cas. Et la pénitentiaire, on lui demande d'incarcérer 70 000 personnes dans 60 000 places. Et pourquoi on ajoute des couches comme ça de législation en permanence ? Est-ce que ça apporte ? C'est censé apporter quelque chose. Effectivement, la juridictionnalisation de l'application des peines, ça veut dire que l'on voit à un moment donné si l'on ne peut pas libérer monsieur machin, et en échange de sa libération, on le surveille à l'extérieur. Donc il y a quelque chose, là il y a un apport, mais ça suppose d'avoir les moyens d'effectuer cette surveillance. Et pour vous donner une idée chiffrée, quand on a voté par exemple la loi Taubira sur la réforme pénale, les 4000 conseillers d'insertion et de probation qui surveillent les gens, qui les suivent, qui les accompagnent, qui les surveillent, devaient à la fois suivre les 65 000 détenus à l'époque, et ils suivaient aussi 175 000 personnes à l'extérieur, et ils étaient 4000. On a fait un effort, on les a portés à 5000, mais tout ça reste insuffisant. Et là, dans le prochainement, on va les porter à grosso modo 5 6 500, presque 7000. Mais c'est pas à la hauteur de l'ambition. On parlait tout à l'heure de comparatifs avec d'autres pays comme l'Allemagne pour tout ce qui concernait les forces de l'ordre. Justement, est-ce que tu as un comparatif avec d'autres pays en Allemagne ou ailleurs sur les moyens mis à disposition de la justice pour... Oui, il y a des comparatifs. Qui vont dans quel sens alors ? On est plutôt assez mal lotis en France. Le nombre d'affaires par procureur est un nombre. Les procureurs ont beaucoup d'affaires et sont pas sans doute assez nombreux. Il y a une surpopulation carcérale qui est endémique chez nous et qui a baissé en Allemagne. Même si on n'est pas un pays qui incarcère énormément. Mais enfin, entre 2000 et 2000 et aujourd'hui, on est passé d'un taux de détention, un taux d'incarcération de 75 détenus pour 100 000 habitants
à 100 pour 100 000 habitants. C'est-à-dire qu'on augmente le nombre de détenus de 25%. Tandis que l'Allemagne était en train de baisser. L'Allemagne est tombée à 84. Aussi parce qu'il y a un processus de vieillissement de la population et que... Qui est un peu plus fort en Allemagne. Oui, qui est plus fort en Allemagne. Oui. Il n'y a pas assez d'activité en maison d'arrêt, c'est ce que tu dis. Alors moi, ça me paraît évident. Qu'est-ce qu'il faut développer davantage? Alors plus de conseillers de probation dont tu as parlé tout à l'heure, plus de travaux d'intérêt général? Alors moi, ma grande idée... Plus de liens avec l'entreprise? Ma grande idée, c'est que j'ai jamais réussi à vendre, j'ai jamais convaincu suffisamment pour qu'elle soit mise en application. Ma grande idée, c'est qu'il faut mettre en place un numerus clausus inversé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de détenus qu'il y a de place. Parce qu'autrement, il n'y a pas possibilité d'avoir des activités. Et la grande idée, c'est de dire, dans les maisons d'arrêt qui détiennent les gens grosso modo jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. En réalité, c'est jusqu'à 2 ans. Mais compte tenu de la lenteur, ça attend. Eh bien, dans les maisons d'arrêt, dès l'instant où un détenu rentre en surnombre, eh bien, celui qui est le plus proche de la sortie, à quelques jours, à quelques semaines, il sort avec un accompagnement. C'est ça, je pense qu'on n'échappera pas à la mise en place d'un système de régulation de ce type-là pour échapper à une surpopulation carcérale. Depuis septembre 2010, est-ce que c'est toujours le cas, administrateur de l'Association nationale de la justice réparatrice? Oui, alors c'est une association qui a évolué et qui est en train de se fondre dans une autre. Donc je ne suis plus administrateur. En tout cas, le principe de cette structure, c'est de mettre en lien un auteur et une victime de crimes et de délits. J'ai vraiment découvert quelque chose en identifiant cette structure. Comment ça marche? Eh ben, ça marche. Il y a une expérimentation qu'est-ce qui se passe assez poussée qui existe dans la prison dans une prison du 78. Le nom va me revenir. Excusez-moi. Bois d'Arcy. Non. Bon, c'est dans les Yvelines. Oui, c'est une centrale. Et dans cette prison, il y a cette expérimentation avec une association qui est une association pour la justice restaurative, c'est pas la même, qui met en place un processus, et ce processus, il se déroule sur 6 séances. On prépare le détenu, on prépare la victime, qui n'est pas sa victime, c'est la victime d'un même type de crime. Même type de crime. Même type de crime, oui, mais c'est pas l'auteur et la victime. Et on les fait rencontrer pour qu'ils expriment ce qu'ils ont à se dire. Et ça fonctionne plutôt assez bien. Alors, moi, j'ai rencontré les 2 détenus qui avaient suivi ça, qui avaient commis des faits. Et tu as assisté à des rencontres? Non, j'ai pas assisté aux rencontres. Les membres de l'association peuvent assister. Alors l'association, c'est l'association qui gère ce système-là. Ouais. Et j'ai assisté. Donc j'ai rencontré les 2 détenus qui avaient suivi ce processus et ça leur permettait d'évacuer une part de la culpabilité qu'ils ressentaient et de récupérer un peu d'estime d'eux-mêmes. Les faits qu'ils avaient commis devaient être graves pour l'un et gravissimes pour l'autre. Et alors je n'ai pas vu des victimes, j'ai vu des vidéos de victimes qui disaient un peu la même chose d'une autre façon, disant nous ça nous a permis de relativiser et de permettre de donner une image de nous-mêmes qui n'était pas que des victimes. On ne se résume pas à notre statut de victime. Et ça peut être intéressant. C'est statistiquement marginal, parce que ça ne concerne que des faits extrêmement graves, des crimes, et les prisons ne sont pas pleines de criminels, elles sont pleines de délinquants qui ont commis des délits, c'est-à-dire le cran en dessous. Mais pour certains cas, ça peut être une réponse. Tu t'intéresses beaucoup à la jeunesse. J'en parlais en ouverture pour maintenir le jeune. Je ne sais pas s'il est resté avec nous. Il est resté. Je le souhaite en tout cas. Tu as publié avec Philippe Quéré, ton assistant parlementaire, je crois à l'époque où tu étais député, en 2011, l'adolescence, un enjeu politique, aux éditions de la Fondation Jean Jaurès. Ça vient d'où, cette envie d'écrire sur l'adolescence? Parce que c'est là qu'on risque plus facilement de basculer dans la délinquance? C'est surtout le constat qu'il n'y avait aucune politique structurée en direction de cette tranche d'âge. Il y a toute une série d'institutions. Il y a l'éducation nationale qui scolarise des collégiens. Il y a les lycéens. Ou les lycéens, mais c'est plus. On était un peu centré sur les collégiens. Il y a le Jeunesse et Sport qui offre des activités sportives. Il y a les communes qui ont des politiques.
mais il n'y a pas de réponse globale à cette période de la vie qui est quand même une période extrêmement difficile. Et cette entrée dans l'adolescence, cette entrée dans l'âge adulte, ne fait finalement pas l'objet d'une politique globale. Et en plus, les politiques peuvent varier d'une ville à l'autre. Et on s'est dit, il est peut-être nécessaire de penser un peu ça. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple? Eh bien, nous, on avait préconisé C'était en 2011, est-ce que c'est toujours d'actualité, 8 ans plus tard? Ça reste un peu d'actualité. On avait préconisé qu'il fallait travailler cette question de l'entrée au collège et faire en sorte qu'il y ait un sas et que ça ne soit pas aussi brutal, que d'un seul coup on passe d'un système dans lequel on a un instituteur, une institutrice avec qui les relations affectives sont fortes et qu'on passe avec... Pas sont fortes ou peuvent être déplorables aussi. Peuvent être déplorables aussi, mais... Souvent, c'est d'ailleurs toute la difficulté. Je trouve la difficulté de l'interlocuteur unique de l'école primaire. Mais souvent, après, on se trouve avec des professeurs par discipline. Et là, c'est vraiment une rupture qui est une rupture qui est difficile à vivre pour un certain nombre d'enfants. Et en plus, d'un seul coup, il y a des devoirs. Et pour les parents qui n'ont pas le temps, parce qu'ils travaillent, de se consacrer à ça, c'est vraiment une difficulté. Donc, on pensait qu'il fallait un SAS. On pensait aussi qu'il fallait une espèce d'organisation avec le collège, les écoles, les communes et les parents pour essayer d'accompagner un peu tout ça et d'avoir une politique qui soit une politique globale, à la fois sportive, scolaire, etc. Et pourquoi ça n'existe pas, ça? Parce que à t'entendre, j'ai l'impression qu'il y a une couche de millefeuille supplémentaire à la pyramide administrative française qui serait nécessaire de créer, alors que peut-être il y a déjà des passerelles entre ces professionnels-là. Oui, il peut y avoir, mais pas toujours. Mais pas toujours. Pas toujours. Et l'idée, c'était d'essayer de promouvoir cette idée-là, de façon assez souple, et puis à la fois souple et démocratique. C'est-à-dire qu'il y a forcément, dans tout service public, à avoir l'avis de l'usager. Et l'usager, alors c'est l'enfant, mais ce sont aussi les parents. Thomas? Dans ce livre, tu poses la question de savoir si les jeunes sont plus violents aujourd'hui qu'hier. Alors c'est un débat sans fin. Comment on mesure justement l'écart de cette éventuelle montée de la violence d'aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans? Comment ça se traduit? C'est extrêmement difficile à mesurer. La question de la mesure de la délinquance est une question très compliquée parce qu'on ne dispose... le chiffre qui a longtemps servi, c'est le chiffre policier. Or, le chiffre policier, il ne mesure pas les faits, il mesure la réaction policière. C'est pas du tout la même chose. Il mesure l'activité de la police, ce qui est normal, mais c'est pas un travail d'appréhension. Et il n'y a pas non plus. On approche ça un peu mieux maintenant parce qu'il y a des études de victimisation. Et je pense qu'on a un niveau de violence. Alors, je parle pas, c'est pas la même chose que notre sujet de tout à l'heure, mais je pense qu'on a un niveau de violence et de délinquance qui a plutôt tendance à baisser et qu'on est dans une société qui se pacifie. Les bagarres de rue sont beaucoup moins importantes et beaucoup moins vives qu'il y a. Je pense aussi, oui. Je pense qu'il y avait une tradition. Et là, c'est des croyances, là, non? C'est une plus, fois encore, je pense. On est un peu dans le subjectif. Mais on est dans un flou totalement artistique. Là, on est dans un flou totalement artistique. Alors, par contre, il y a des phénomènes qui émergent. C'est-à-dire que la tolérance des femmes à la violence baisse. C'est-à-dire qu'elles ne veulent plus être victimes de violence. Il était temps. Comme elles l'étaient dans le passé. Mais il était temps, tout à fait. Et je crois que c'est quelque chose qui a tendance à pacifier beaucoup l'espace public. Et puis l'espace privé aussi. C'est quoi, pour conclure sur cette partie liée à l'adolescence, une bonne politique ou une politique de la jeunesse qui serait efficiente? Eh bien, c'est une politique qui accompagne les moments un peu difficiles, c'est-à-dire l'entrée au collège, qui accompagne les parents. C'est une politique qui ne met pas l'accent sur une sélection scolaire qui soit une sélection terrible, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une sélection... Enfin, l'élite qui gouverne... Sélectivité importante dès le collège? Ah oui. Et puis l'élite qui gouverne le pays, elle est très étroite. C'est l'ENA et le Conseil d'État, c'est l'ENA et l'Inspection des Finances, c'est Polytechnique, c'est 2-3 écoles d'ingénieurs, et c'est tout. C'est HEC, et c'est tout. Et donc, il y a une espèce de construction... L'élite, de par la représentation actuelle. Oui, c'est ça. L'élite, de par la... Je connais un Premier ministre qui était prof d'allemand, par exemple. Donc, oui, mais justement... Ça existe aussi. Oui, il était prof d'allemand, et il a beaucoup souffert de ne pas être issu du sérail. Et je crois que le sérail, il est très, très étroit. Et c'est ce sérail-là qui pose un problème démocratique. Parce qu'il se constitue de façon très étroite, et c'est un sérail qui est polyvalent.
C'est-à-dire que, un, il peut servir des gouvernements de gauche comme il sert des gouvernements de droite, et deux, c'est un sérail qui se retrouve dans les grandes entreprises publiques. Je pense qu'on a une difficulté sociologique dans l'étroitesse de la fabrication de nos élites. Mais là-dessus, vous n'êtes pas tous au point. À gauche, en tout cas, je vais parler du Parti Socialiste. Je me souviens de Najat Vallaud-Belkacem dire, c'était dans une émission de type quotidien Barthès, de répondre à un micro-trottoir, à un jeune, à une question combien de temps il va falloir que je fasse des études. Et sa réaction immédiate, ça a été j'espère le plus longtemps possible. C'est quand même une sacrée responsabilité qu'une ministre de l'Éducation ne voit la réussite que par la longévité des études, quand il y a énormément de nos concitoyens qui arrivent à trouver des solutions en faisant des études plus courtes, souvent plus techniques, plus pragmatiques. Oui, mais alors je m'entendais assez bien avec Najat Vallaud-Belkacem, donc je ne veux pas la critiquer, d'autant plus que sa réforme du collège était, à mon avis, assez intéressante. Mais bien sûr qu'on ne sait pas reconnaître la valeur d'une formation qui permet de rentrer dans la banque, de rentrer par la comptabilité, de passer dans le notariat et de finir à gérer une crêperie. Ce qui n'est pas si simple que ça. Ça me rappelle quelqu'un. Oui, ça me rappelle ce parcours. Oui, je ne sais pas comment ça m'est venu, j'ai l'impression. Ouais, totalement au hasard. Je suis assez content là, de mon exemple. Quelle créativité, quand même. Ouais, merci beaucoup. Remettez une crêpe. Il donne. J'ai compris qu'après l'émission, il y avait quelques crêpes, donc il faut. Il faut soigner l'hôtesse. Dominique Rimbaud est notre invité. Si vous avez des questions, évidemment, les contributeurs, je vois qu'il y a des prises de notes. Donc, on a des chroniqueuses de fond de cours qui, à un moment, vont revenir sur des questions de préfet, moi j'appelle ça, hyper pointues. Elles sont comme ça. Récemment nommé chevalier de la Légion d'honneur des mains de Jacques Floch. Oui. Ex-maire de Rezé dans la métropole nantaise et ministre des anciens combattants sous Jospin, il me semble. Si on t'avait demandé de rédiger un article de presse, qu'est-ce que tu aurais écrit sur cet homme promu par la République ? C'est difficile d'écrire des articles sur soi-même. En regardant la scène de l'extérieur, c'est la récompense de qui et de quoi ? Alors, je vais plutôt vous répondre ce que j'ai raconté. J'ai raconté que quand on reçoit une décoration, la bonne question à se poser, c'est pourquoi moi ? Pourquoi moi alors que... Mais qui a demandé ça pour moi ? Levez la main. Parce que forcément, il y a toujours quelqu'un qui demande. Alors oui, je sais qui a demandé. Ah. Je sais qui a demandé. J'ai eu ça parce que je me suis occupé de la question des gens du voyage. Et je préside une commission qui est la commission nationale consultative sur les gens du voyage. Et j'ai fait adopter une loi qui a modifié le statut. Et donc, ce sont les services de la commission qui ont demandé la Légion d'honneur. Sans m'en parler d'ailleurs. Alors la plupart des gens qui ont la Légion d'honneur disent apparemment, je ne le savais pas du tout. Moi, je ne le savais pas du tout. Mais... Donc la question à se poser, c'est pourquoi moi ? Pourquoi moi alors que c'est un travail collectif ? Pourquoi moi alors qu'il y en a d'autres qui ont fait ça, qui ont fait des choses aussi bien et plus intéressantes ? J'ai pas de réponse à cette question, ce qui fait que j'ai conclu mon intervention en disant la seule réponse c'est pourquoi pas. Mais ça va pas au-delà, quoi. Ça va pas au-delà. On va parler des relations entre nos concitoyens et les élus. Et en guise d'introduction, et en attendant non plus la déclaration du président de la République, comme je le disais en ouverture de cette émission, puisqu'on vient d'apprendre, au moment où nous enregistrons, le 15 avril 2019, eh bien que le toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris est en feu, et donc que le président a reculé ses annonces. Mais on va peut-être te proposer de vivre quelques instants dans la peau d'Emmanuel Macron. En attendant de parler de tout ça, voici une déclaration d'Arnaud. J'ai deux mots à vous dire. La déclaration d'Arnaud. Ma déclaration. Oui, c'est étonnant. La voix qui a fait le jingle, il la découvre, c'est une surprise. C'est quelqu'un qu'il connaît très bien. Arnaud, une déclaration avec, bien à l'occasion de la venue de Dominique Rimbaud, ancien député, ancien élu de la ville de Nantes également. Je crois une chronique qui lui est consacrée. Tout à fait, mon cher David. Savez-vous que dans un bourg, dans une petite, moyenne, grande ville, dans une métropole, il y a deux personnes qui peuvent se faire houspiller par n'importe quel citoyen, que ce soit un homme, une femme, un jeune, un vieux, un handicapé, à n'importe quel moment de la journée. Vous avez bien entendu houspiller, David. J'aurais pu dire engueuler, insulter aussi. Le premier porte parfois une écharpe bleu, blanc, rouge.
Parfois, il ou elle est maire ou élu de quartier ou député, voire ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale ou carrément de la France, bref, un homme ou une femme politique. Le second porte un survêtement et une casquette. Il est l'entraîneur de l'équipe de foot locale. Pour faire De simple, foot ou pas que de foot? de foot local pour moi. D'accord. Pour faire simple, Johanna Roland ou Coach Vaïd si vous êtes nantais. 2 CDD pas faciles à vivre aujourd'hui dans notre société du commentaire permanent, de la remise en cause des sachants, du dégagisme et du zapping. Vous ne me J'y croyez crois pas, David? Non, j'y crois pas. Tous les Français sont des Didier Deschamps en puissance. Une société entière de Didier. Sauf qu'il n'y a qu'un seul Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Tous les Français, du moins énormément depuis le mois de novembre, rêvent de prendre la place d'un certain Emmanuel Macron. Certains rêvent même d'envahir l'Élysée. Ils ont déjà commencé par des ronds-points. Oui, et puis par le porte-parole là du gouvernement aussi. Mais David, connaissent-ils réellement les 2 jobs? Savez-vous qu'être élu aujourd'hui, pardon, Dans un instant après la pub, la suite de la chronique. c'est pour certains d'entre eux voir leur permanence saccagée, leur maison taguée, leur famille menacée. D'autres voient leur nom profané comme Simone Veil. Être élu, c'est accepter en réunion publique de se faire traiter de menteur, de se faire insulter sur les réseaux sociaux. Être élu, c'est pour certains je vais y arriver. Être élu, c'est pour certains finir en marionnette au guignol de l'info. Parfois c'est drôle, n'est-ce pas, JMA. Être élu, c'est endosser pendant des mois, des années, une vie qui n'est pas vraiment normale. Un exemple, David. Faire ses courses au supermarché est devenu difficile. Alerte BFM TV. Dominique Rimbaud raffole des curés nantais. On se calme les parigots, c'est juste du fromage. Être élu, c'est accepter un CDD où vous êtes sûr de prendre du poids. Il y a un poids avant et après mandat. 12 heures de visite au salon de l'agriculture, à grignoter tous les fromages de France, avec du vin et du pain. Et à tapoter l'arrière-train de Percheron, à caresser des brebis stressées, à regarder les cocottes de Nantes qui sont montées à la capitale. Et parfois, il n'y a même pas besoin de vin pour dire « Casse-toi, pauvre !» Être élu, c'est ne plus avoir de dimanche ordinaire. Demandez à l'élu au sport de la ville de Nantes. Boule nantaise, foot, basket, curling bâton sont ses amis du dimanche. Un dimanche de curling bâton. Être élu, c'est accepter la défaite, la sanction électorale, le verdict des urnes, c'est être courageux. Je côtoie des élus depuis plus de 25 ans, David. J'ai eu la chance de rencontrer des femmes et des hommes de grande qualité qui ne comptent pas leur temps, qui essaient de changer notre quotidien, des élus ordinaires et des élus extraordinaires. Être élu, c'est côtoyer au quotidien la France d'en bas, une France des campagnes, des villes, des quartiers, en difficulté, avec parfois des permanences locales poignantes, où des hommes et des femmes viennent chercher de l'aide. Bravo donc à vous, Dominique Rimbaud, pour la qualité de votre engagement pour améliorer les conditions de détention en France, un travail qui a été salué unanimement. C'est une vraie déclaration. J'ai l'impression que tu es un peu naïf, Arnaud. Non, bien sûr, mon cher David. Comme pour votre voisin, parfois, il y a des élus qu'on ne choisit pas. D'autres le font à votre place. Ce choix est à respecter. C'est le privilège que nous avons de pouvoir voter en France. On a les élus que l'on mérite. Comme avec votre voisin, il arrive parfois d'être en désaccord avec lui. Mais ça aussi, c'est la vie. Comme pour votre voisin, David, parfois, il y a des élus qui méritent d'être sanctionnés. Tu caches de l'argent en Suisse, tu es ministre du budget et tu es condamné à porter un bracelet électronique à la cheville droite. Coach Vaïd et Johanna Roland, même combat. Pas facile aujourd'hui d'être entraîneur de Nantes, de Lyon et du PSG. Surtout après la défaite 5-1 contre Lille hier soir. Ça promet pour le match de mercredi contre Paris. Et Coach Vaïd, remets-toi. Et Coach Vaïd, elle est naze ton équipe. Trop payer tes joueurs, trop payer les élus. Tiens, le même discours. Mais désolé, entre le salaire mensuel de Kylian Mbappé et l'indemnité d'un élu, il y a un monde d'écart. Plus de 1,7 million d'euros exactement. C'est quoi ta tactique, coach? Elle est moche ton équipe. Et Johanna, elle est moche ta place au Pays Basque. Trop minérale du Clotero. La place du Pays Basque. Au Clotero, trop minérale. Savez-vous, David, que des entraîneurs sont poursuivis par des supporters à la fin de match, comme à Dijon récemment, car le club local avait perdu un match important. Dijon, pas Barcelone, David, Dijon. La moutarde leur est montée au nez. Des entraîneurs voient leur maison taguée comme des élus, d'insultes racistes car ils n'ont pas sélectionné un certain Karim. D'autres entraîneurs voient leurs enfants molestés et insultés à l'école car ils sont responsables de la descente du club. Alors à ce stade de ma chronique, Dominique Rimbaud, je me tourne vers vous et je pose 2 questions. Pourquoi être élu de nos jours? Et n'avez-vous jamais rêvé d'entraîner l'équipe de Nantes? C'est presque une plaidoirie quand même. Déjà, on peut l'applaudir avant que Dominique Rimbaud ne réponde.
La déclaration d'Arnaud. Ma déclaration. C'est un plaidoyer, hein. J'ai l'impression, là. Oui, c'est une très belle chronique, évidemment. Merci beaucoup. Alors, 2 questions. Non, je n'ai jamais rêvé d'entraîner l'équipe de Nantes. J'en suis totalement incapable et je mesure la difficulté que ça représente. J'ajoute en plus qu'il n'y a pas que la question des relations avec les supporters, il y a la relation avec le donneur d'argent et ça ne doit pas être simple tous les jours. Alors, celui-là ou un autre, hein, c'est que évidemment on est dépendant de celui qui paye l'équipe. On a un avis derrière toi sur Valdemarquita. Non, continue. Et deuxième chose, bien évidemment, c'est toute la difficulté de l'exercice. C'est de réussir à fédérer une population, alors que ce soit une population communale, une population départementale ou encore une population nationale autour d'un projet, avec toute la difficulté que ça représente. Et c'est tout l'enjeu. Alors avec des bons moments, et puis des moments qui sont des moments beaucoup plus durs. On se demande ce qui anime les élus quand même aujourd'hui quand on voit à quel point vous êtes agressé, vous êtes bousculé par monsieur et madame Michu. Oui, mais dans le même temps, il y a des gens il peut y avoir de la reconnaissance et puis il y a l'intérêt du projet. Enfin, ce qui attire dans le pouvoir, c'est le pouvoir. Et donc, c'est de pouvoir peser sur les choses, de pouvoir essayer d'organiser un certain nombre de prendre des décisions et d'organiser un peu c'est de toucher au monde, c'est de modifier le monde. Alors, il y a des fois où c'est bien, puis d'autres fois où c'est pas bien. Mais c'est vrai que c'est un truc assez difficile. Moi, ce qui m'a semblé le plus difficile dans l'activité de député, c'est quelque chose de très banal, c'est le manque de sommeil. Courir tout le temps après le sommeil, parce qu'il en manque tout le temps, parce qu'il faut être partout sans arrêt. Et le manque de sommeil, avec des journées qui se terminent très tard à 1h du matin et qui recommencent le lendemain matin à 8h30, il y avait des moments où avec des séances plus longues encore, d'ailleurs, parfois. Parfois des séances plus longues encore, oui. Et on a besoin de... Enfin, est-ce qu'on est vraiment efficace quand on termine à 4-5 heures du matin Mais il y a une grande méconnaissance de la réalité du travail. En séance, il ne se passe pas grand-chose. Je veux dire que la séance est la mise en scène d'un rapport de force qui a été acquis avant. Il y a une majorité. En commission, il y a une majorité, il y a une opposition. La discussion, le dialogue, il se fait véritablement en commission. Une fois qu'on arrive en séance, les choses sont normalement à peu près bouclées. Et c'est vrai à l'Assemblée, c'est vrai dans un conseil régional, dans un conseil départemental et dans un conseil municipal. Tout s'est dit avant. S'il y a un accord qui peut être fait, il est avant. Alors après, il y a la mise en scène de ça, qui est une mise en scène nécessaire, parce qu'il faut montrer les oppositions, les désaccords, la façon dont les uns et les autres, les équipes municipales... On les voit un peu trop, d'ailleurs. On les entend un peu trop, d'ailleurs, parfois les désaccords. un peu trop, oui. C'est quand même des vrais cours de récré. Oui, parfois un peu trop, mais... on le voit bien avec le président Ferrand qui un peu plus que ses prédécesseurs, tente de faire régner l'ordre. Alors ça, c'est inévitable. Hein. J'ai vu d'autres parlements, c'est un peu la même chose. Il y a 577 députés en France. Vous avez une assemblée de 577 personnes qui professent des idées différentes, qui ont aussi besoin d'être vues à la télévision. Donc forcément, il y a un problème de discipline, de maintien de l'ordre qui est assez prégnant. Mais est-ce que ça donne du crédit, ça ? Non, non, ça donne pas de crédit, parce que nos concitoyens, ils aiment bien la discussion qui débouche positivement. Et la mise en scène de ces désaccords est plutôt nuisible. On parle des socialistes ? Eh ben, oui, bien sûr. Socialiste, chanson poétique et révolutionnaire. Je peux pas dire qu'elle était vulgaire ou arrogante, était même plutôt au contraire élégante. Comme une tartine de confiture dans le café, un graffiti sur le mur défessé. J'ai rencontré dans une manif pacifiste, ça castagnier sérieux avec la police. Je m'étais fait mal en balançant un pavé, je m'étais foulé la cheville du bras, le poignet. Elle était socialiste, protestante et féministe, un peu chiante et un peu triste, institutrice. Un peu chiante et un peu triste. On est un peu chiant et un peu triste quand on est socialiste. C'est Renaud qui le dit. Hein. Il dit anarcho-mitterrandiste après. Ah oui. Ça existe, ça ? Il faut de tout pour faire un monde. Ouais. Il faut de tout pour faire un monde. Gaspard Ganzer, l'ancien directeur de la communication de François Hollande, parle du PS en parlant de réunions d'alcooliques anonymes. Ça fait plaisir à entendre.
je ne sais pas dans quel contexte il a dit ça, mais Bon, il tire un peu régulièrement sur le PS, là. oui, après l'avoir servi beaucoup, non? Après l'avoir servi beaucoup, effectivement. Oui. Non, mais c'est un peu la double peine. Déjà, c'est difficile pour vous, comme ça peut être le cas pour l'UMP aussi. Oui, c'est Enfin, ça. pour les Républicains, pardon. Et ça fait partie aussi de ces gens qui ont une carrière au sein des cabinets ministériels et qui peuvent passer comme ça d'un clan à l'autre. C'est des carrières qui sont parfois quand même assez désagréables à voir. Bon, au-delà du cas Ganzer, Au-delà du cas Ganzer, c'est un vrai cataclysme ce qu'a vécu le PS avec l'arrivée de Macron au pouvoir. bien sûr, c'est un cataclysme. Comment on se remet de ça? Et pourtant, tu me disais en préparant cette émission que vous étiez encore, combien 1800 adhérents à Loire-Atlantique, Oui, 45 sections. 45 sections. Et oui, l'appareil est encore solide. Alors après, il n'y a pas que la solidité de l'appareil qui compte. Il y a aussi la nécessité d'avoir un souffle, une envie et des idées nouvelles. Il y a aussi la nécessité de se renouveler. Et ça, c'est à retravailler. Et c'est un peu notre difficulté à l'heure actuelle. Depuis 2 ans maintenant, la disparition du clivage droite-gauche, est-ce que c'est bon pour la démocratie? Parce que là, les gens sont un peu paumés. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je crois qu'il n'a pas disparu. Je crois que Macron En Marche, c'est une nouvelle forme de parti de droite, qui est un parti un peu différent. C'est-à-dire qu'ils sont à droite sur un plan économique, ils ont supprimé l'ISF, ils ont raboté les allocations logement, ils veulent diminuer l'impôt sur les sociétés, et ils veulent diminuer les impôts pour diminuer les services publics, sans jamais se poser la question de l'augmentation de la recette, en imposant de façon un peu différente. Donc on a un programme qui est un programme de droite, au-delà par exemple de ce que Nicolas Sarkozy avait osé faire. Nicolas Sarkozy, il a toujours un peu vitupéré contre l'ISF, mais il ne l'a jamais touché. Et tandis que là, Il a été le chantre aussi de l'intervention de l'État pendant la crise de 2008. Oui, bien sûr, aussi. Également. Donc pour le coup, il a joué un rôle un peu inversé. Là. Oui, il était un peu inversé. Donc là, on a du mal à croire, pour le coup, quand on est un citoyen ordinaire, que les clivages, même à cette époque-là, existent vraiment. Ils existent quand même, parce que sur la fiscalité, Hollande, il a aligné, dont je ne suis pas toujours un chaud partisan, mais je le considère qu'il est un parti responsable de ce qui nous est arrivé. Sur quoi? Eh bien, sur la loi travail. Sur la loi travail, sur la déchéance, sur la mise en place d'un système d'aide aux entreprises sans contrepartie. Mais en revanche, sur la fiscalité, il a aligné la fiscalité du travail la fiscalité du capital sur celle du travail. Il a fait de l'économie sociale et solidaire, en fait, à sa façon, sans contrepartie. Pour tous. Non, pas pour tous, justement. Le problème, il est bien là, c'est que c'était ni social ni solidaire. Mais il y avait sans doute besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce en direction de l'économie. Mais est-ce qu'il fallait le faire de cette façon-là? J'en suis pas certain. En tout cas, c'est ce que nos concitoyens ont considéré comme ne devant pas être fait. Et donc, pour en revenir à Macron, on a une politique qui, économiquement, est une politique plutôt de droite, même très marquée à droite. Et puis, d'un point de vue des mœurs, on a une position assez libérale. C'est-à-dire que, normalement, la procréation médicalement assistée devrait être mise en place. Enfin, c'est pas fait, mais enfin, c'est annoncé. On n'a pas des positions aussi tranchées sur les mœurs qu'il y a chez les Républicains. Quand on est premier secrétaire du Parti Socialiste en Loire-Atlantique, on fait quoi concrètement? C'est quoi la semaine type de Dominique Rimbourg depuis un an? Depuis tout juste un an. Demain, au moment où nous enregistrons. Eh bien, j'ai organisé. Alors, j'ai mis en place 5 chantiers. Un chantier sur le bilan, de façon à ce que tous les courants du Parti socialiste se mettent d'accord sur l'analyse de ce qui s'est passé. Je vais préciser ma question. C'est pour intéresser le jeune qui est resté depuis le début de l'interview. Eh bien, le jeune, il faut qu'il adhère. Ah bon? Pourquoi, monsieur? Pourquoi? C'est extrêmement simple. Parce que pour l'instant, nous sommes la seule solution. Les écologistes, l'écologie s'est répandue partout et les écologistes ont bien du mal à monter à la fois un projet, un programme. La France insoumise a du mal, elle, à être un parti de gouvernement. Et donc, pour l'instant, aussi faible que nous soyons, et aussi en difficulté que nous ayons pu être, eh bien, pour l'instant, la seule possibilité d'avoir une modification de la façon dont les choses se tournent, c'est, et notamment pour le scrutin européen du 26 mai, eh bien c'est le vote vote pour les candidats du Parti socialiste.
Cécile ? Pardon, c'est pas directement une question liée au sujet de la politique, mais on a reçu le mois dernier un spécialiste de l'intuition. Je voulais savoir. Oui, on va faire une interview pour- intuition tout à l'heure, d'ailleurs. Ah bah, voilà, je faisais le petit pont alors. Je voulais savoir, dans votre métier, est-ce qu'on peut faire confiance à son intuition, à la fois dans le système judiciaire ou dans le système politique? À quel point vous lui faites confiance à votre intuition? Oui, parce qu'il faut composer en permanence. Oui, il faut le flair joue un peu, hein. Il y a un peu d'intuition, on sent les choses. Alors parfois on les sent, on sent à côté, mais avec passer un accord avec tel autre partenaire, on sent que ça peut marcher parce qu'on a affaire à un partenaire qui est fiable. Et puis avec tel autre, on se dit ça marchera jamais parce que c'est un partenaire qui n'est pas fiable. Et puis avoir tel type d'argument, c'est... Avocat, ça peut aider pour le coup, pour développer son flair, parce que l'intuition a une place importante dans ce métier. Bien sûr. Oui. Alors il y a des liens entre les deux. Il faut choisir une stratégie de défense, et là, il faut choisir une stratégie d'attaque. Et puis sentir qu'à un moment donné, il y a un dossier qui va être bon, et puis à un autre moment donné... c'est pas soutenir telle ou telle position. Avant de soutenir telle ou telle position, il faut quand même être assez prudent là, parce que le dossier il sent pas bon. Arnaud ? J'avais une question. Quand on cite un certain nombre d'hommes politiques socialistes, Delors, Perret-Gaubois, Jospin, Rocard, Badinter, ce sont des gens qui auraient pu être présidents de la République. Comment se fait-il que le Parti socialiste n'ait eu que François Mitterrand et François Hollande comme président de la République, alors qu'il y avait tant de talents à gauche pour pouvoir être président de la République? Avec votre recul, comment vous voyez la chose et vous l'analysez? Juste pour finir, j'ai regardé récemment, il y avait le débat sur les européennes la semaine dernière, je crois qu'il y avait 12 candidats. Il y avait un petit reportage où il montrait les mêmes candidats, mais quelques années auparavant. Et là, on a changé de monde, quoi. On avait Marchais, on avait l'impression d'avoir des joueurs de foot de Ligue 1, et là, on était avec des équipes nationales. Tant mieux pour ces gens qui se présentent. Il faut démarrer petit, mais quand même, on est passé d'un autre monde aussi en termes de stature d'homme et de conviction, peut-être. C'était un autre temps. Tous étaient formés par des années de militantisme, que ce soit Marchais, que ce soit Mitterrand, que ce soit Giscard d'Estaing, Chirac. Ils avaient derrière eux des années. Tandis que là, on a affaire à des gens qui sont quand même beaucoup de débutants. Et surtout, on acceptait l'échec peut-être davantage, on acceptait qu'ils reviennent d'élection en élection. Ce qu'on accepte moins aujourd'hui. On accepte moins aujourd'hui. Alors, sur la question des présidents de la République, il y a des réponses qui sont des réponses spécifiques à chaque cas. Rocard n'est pas président parce que Mitterrand réussit à l'étrangler. Jospin n'est pas président parce qu'il rate sa campagne contre Chirac, et il fait une campagne de deuxième tour pensant qu'il va aller au deuxième tour, et il ne se rend pas compte qu'il y a une espèce d'exaspération qui s'est faite et qu'il fallait faire absolument une campagne de premier tour. Badinter, je ne sais pas s'il avait l'ambition d'être président de la République. Il a été un garde des Sceaux exceptionnel, un ministre de la Justice exceptionnel. Est-ce qu'il aurait pu dépasser ça? Je ne sais pas. Et puis Delors, il a reculé au dernier moment. Quand on lui a proposé d'être candidat, il a reculé au dernier moment. Quant à Hollande, c'est assez curieux. Il a, dans la campagne électorale, une baraka formidable. Enfin, on pourrait le dire comme ça, mais c'est pas très politiquement correct. Mais son rival se fait arrêter à New York pour viol. Enfin, c'est des faits absolument insupportables. Mais pour lui, c'est une chance extraordinaire. D'un seul coup, le boulevard s'ouvre. Et alors qu'il est parti à 3%, Hollande. Personne ne croyait en lui. Avec des histoires quand même qui sont des histoires à la Dallas. 2007, c'est son ex-compagne qui se présente, qui le met sur la touche, qui s'occupe pas de lui. Et d'un seul coup, pouf, 2014, il réussit à se... Il venait... C'est quand même beaucoup d'énergie pour parfois un résultat qui tient à une baraka extraordinaire. Macron, c'est un peu aussi Macron, c'est un peu ça. Ouais. Mais pour reprendre la métaphore footballistique, c'est quand même énormément d'énergie pour s'approcher des buts adverses. Et puis, excusez-moi, je suis un peu loin. Et puis, dans le même temps, essayer de cadrer un tir. Ouais. Toutes les activités humaines sont un peu là. Thomas ? On parlait vous parliez tout à l'heure tu parlais de... Ouais, il va falloir choisir. En politique, c'est des choix.
Tu parlais d'engagement politique pour changer le monde. Est-ce qu'on peut justement aujourd'hui changer le monde à travers un engagement dans un parti un peu classique quand on voit les campagnes qu'ont menées Macron, justement, Trump, Bolsonaro au Brésil, c'est le mouvement 5 étoiles en Italie aussi, c'est des mouvements qui sont peut-être moins académiques, moins Gazeux. Ils sont plus gazeux. Il va falloir composer mais avec qui le gaz fonctionnent, aujourd'hui. voilà, c'est ça. Ils répondent aussi, on disait tout à l'heure, on a les élus qu'on mérite, ça répond aussi peut-être à une société civile qui s'exprime de cette façon-là ou qui croit plus en ces mouvements-là qu'en des partis plus traditionnels. Pourtant, les Américains ne méritaient pas Trump. 3 millions d'écart. Oui, 3 millions de voix d'écart. les Américains ne méritaient pas Trump, ils méritaient mieux. Mais dans le même temps, on n'a plus affaire à des partis, on a affaire à des groupes de supporters. Parce que les partis traditionnels, il faut être adhérent, il faut cotiser, il faut venir aux réunions. Il y a un côté, c'est vrai qu'il y a un côté un peu à l'ancienne. Et puis là, on a affaire à des gens qui cliquent et qui suivent sur le clic, avec toutes les difficultés que ça représente, parce que En Marche a du mal à se structurer, malgré des personnalités nouvelles, et puis il y a des gens attachants aussi chez eux. C'est la même chose du côté de la France Insoumise, qui a quand même aussi du mal à se structurer, avec aussi des personnalités attachantes localement. Et donc ça c'est assez difficile. Qu'est-ce que... J'ai l'impression que la politique, c'est souvent lutter contre, plutôt que agir en faveur d'une opportunité. Oui, bien sûr, mais le mieux, c'est d'essayer de fédérer dans un objectif et dans un but. Mais c'est toujours... Je me souviens du meeting des régionales. J'ai couvert le meeting de Christophe Clergeau, une table ronde en plein milieu du meeting sur le fait de faire barrage au Front National. C'est surprenant quand même, plutôt que de se focaliser sur l'opportunité. Oui, puis... Depuis le temps qu'on fait barrage, Ouais. ça n'a pas toujours bien fonctionné. Mais dans le discours, dans la rhétorique, c'est toujours plus facile d'être contre que d'être pour. L'énergie contre se mobilise plus facilement que l'énergie pour. Mais faut mieux faire de l'énergie pour. Thomas ? Une question sans langue de bois, est-ce que tu arrives encore à comprendre nos concitoyens ? J'essaye. Alors, je les comprends sans doute moins depuis que je suis plus élu local. Élu local, on est vraiment au contact. On est au contact des gens. Moi, j'avais une permanence tous les samedis matins dans la mairie annexe, et je l'ai tenue pendant 19 ans. Et j'ai calculé à la louche, évidemment, que dans ces 19 années, j'ai rencontré environ 10 000 personnes qui sont parfois. Certains d'entre eux, il y avait des doublons. Il y en a qui reviennent plusieurs fois. Plusieurs fois. Ouais, c'est comme les crêpes, ça. C'est comme il y a des goûts de reviens-y. Tous les ans, j'avais une dame qui venait avec sa calculatrice et qui me disait « Je viens pour calculer ma pension alimentaire. » Parce qu'il y a une augmentation, donc il fallait calculer. Donc, il y avait... C'était aux députés de faire le... J'étais pas le député, comptable. j'étais... l'élu, pardon, à la ville. J'étais adjoint au maire. Et il y avait vraiment un contact avec les gens. Le plus extraordinaire qui me soit arrivé. Et je vous assure que ça, c'est vrai. J'ai reçu un couple qui m'a dit, je les connaissais, il m'a dit, on vient te voir pour que tu nous donnes ton avis. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un deuxième enfant ? Une vraie question, c'est vrai. C'est une vraie question. Et alors ? Et j'ai dit non. Ah bon ? J'ai dit non, je leur ai dit vous concentrer pour bien élever la première. Et malheureusement... Et ils t'ont suivi ? Non ? Non, ils m'ont pas suivi. Ils ont eu un deuxième enfant, et malheureusement, c'est une histoire triste au fond. Au-delà de cette réplique-là, les deux enfants ont été placés. Et c'est ce que je craignais et ce que je pressentais. C'était peut-être mieux pour les enfants, mais je savais qu'ils étaient un peu dans la difficulté et que ça se passerait pas facilement. Mais c'est le genre de question... Enfin, non, là j'exagère, c'est une caricature, mais cette caricature m'est arrivée. Parce que les citoyens réclament plus de démocratie, mais est-ce que finalement ils font ce qu'il faut pour prendre leurs responsabilités ? Pas toujours, ça dépend. C'est-à-dire que y a des mobilisations dans les temps de crise, et puis au quotidien, on n'a pas toujours l'investissement nécessaire. Et c'est la difficulté des mécanismes de démocratie, de démocratie citoyenne. C'est-à-dire que les interlocuteurs, on ne les trouve pas toujours, et souvent ce sont toujours les mêmes catégories qui sont représentées. Moi, j'étais adjoint de quartier, et il y avait dans le quartier une boîte de nuit. Bon, si j'avais écouté les gens qui venaient me voir, ils voulaient fermer la boîte de nuit.
Et j'étais obligé de leur dire, oui, mais d'accord, mais c'est vos enfants qui vont dans la boîte de nuit. Donc comprenez, il n'y a pas que les enfants des autres. Donc il faut aussi garder la boîte de nuit, qu'il y ait moins de bruit, etc. Ça, c'est à réguler. Mais il en faut un peu pour tous. Et les enfants, on ne les voit pas. Arnaud ? Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, là, vous seriez à la France Insoumise, Génération Écologie, vous seriez dans la ZAD en train d'attendre les forces de police. Vous feriez quoi aujourd'hui? Vous feriez si vous aviez coucou 20? photographie Yves Monteil. Oui. Vous feriez quoi? Vous seriez au Parti Socialiste? Vous seriez où? Je ne sais pas. Ça, c'est très, très difficile à dire. Il y a une part de romantisme, il y a une part d'énergie de la jeunesse que j'essaie de faire semblant d'avoir toujours, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc, c'est extrêmement difficile à dire. Ouais. Alors ça tombe bien, cette question est une excellente transition pour l'interview Intuition. Comme ça, intuitivement, on a reçu un spécialiste de l'intuition le mois dernier. Emmanuel Macron s'apprêtait ce soir à effectuer des annonces en conclusion du grand débat. À sa place, quelles seraient tes 2 premières mesures? Ah ben, si j'étais... Non, tu es en train de réfléchir, là, non, intuitivement. Intuitivement, 1, référendum à questions multiples. 2, dans les questions, rétablissement de l'ISF. Comme ça, Comme ça, oui. clairement. Parce que c'est à cause de l'ISF, tout ça. Non, c'est pas à cause de l'ISF, mais il y a des symboles. Il faut savoir jouer avec. Et il faut savoir sortir d'une situation inextricable par le haut et sans perdre la face. Et c'est à mon avis la seule solution. Intuitivement, quel score le PS emmené par Raphaël Glucksmann va faire aux européennes? 14. Avec le soupir qui va derrière. À quel gouvernement est-ce que tu aurais aimé appartenir? Jospin. 98-2002? Ouais. À quel, C'est le plus beau. C'est le plus beau? Ouais. Parce que c'est la banane à cette époque-là, la croissance revient, parce qu'il y a quelques mesures sociétales aussi. Et Jospin, c'est la plus grande intelligence au service de la plus grande vertu et de la plus grande bienveillance. Ça a été un homme politique extraordinaire. Et un homme politique qui est capable, après une défaite, d'aller dans un film. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle La peau des autres, je crois. Non. On va travailler sur le sujet. Qui peut googliser? Et lorsqu'il sonne à la porte et que pour faire l'anniversaire d'un homme qui se dit jospiniste et qui lui dit un jospiniste, avec Jacques Gamblin. Avec Jacques Gamblin, un jospiniste aujourd'hui, c'est aussi rare qu'un canard mandarin dans l'île de Ré. Il y a une dimension de distance avec lui-même qui est phénoménale. Le nom des gens? Le nom des gens. Le nom des gens. Le nom des gens. Il est un peu barré ce film, mais il est très très bon. C'est un beau film. C'est un très beau film. Alors quel homme ou quelle femme politique t'inspire? Je pense que tu as un peu répondu à la question. Oui. Quel homme ou femme politique tu aurais aimé rencontrer? J'aurais bien aimé rencontrer Barack Obama. C'est encore possible. C'est encore Quelqu'un a possible. le 06 de... Ouais. Donne-moi le 06 de Barack. C'est Cécile qu'il faut aller voir après. Barack Obama, pour lui dire quoi? Yes, oui. Yes, you did. Yes, you did. Et comment faire Barack Obama, c'est un phénomène un peu comme Macron. C'est-à-dire comment il a organisé sa campagne, comment il a fédéré autour de son nom et comment il a donné un espoir phénoménal. C'est plus pour le questionner sur sa tactique, en fait, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Oui, il ne faut pas perdre de temps. C'est quoi la plus grande mesure, la plus grande action politique selon toi depuis... allez, on va remonter au début du 20e, ça fait déjà pas mal. Les congés payés. 36. 36, les congés payés. Ensuite, le RMI, RSA. Donc Rocard, en 89. Oui, c'est ça, l'idée d'un revenu minimum. Est-ce qu'il t'est arrivé de t'oublier en tant que député? Ou en tant qu'élu, de manière plus générale? De ne pas faire attention à ce que je disais? De t'oublier personnellement, d'oublier l'homme? Non, on ne peut pas s'oublier. Aujourd'hui, on ne peut absolument pas s'oublier. J'ai souvenir d'une fois de m'être un peu emballé dans une réunion, mais aujourd'hui... Non, mais tu parlais de rythme tout à l'heure, tu parlais de fatigue. Oui. Parce que contrairement à ce que pensent peut-être la plupart de nos concitoyens, c'est effectivement fatigant d'être élu. Oui. Il n'y a pas des moments où tu as tiré un peu beaucoup sur la corde et tu aurais pu déléguer davantage Est-ce qu'il y a des burn-out chez les élus? Ça existe, ça?
Oui, mais enfin, j'ai jamais été au burn-out, mais enfin, j'ai eu des moments, il y a eu des moments où je me disais le mercredi, je vais jamais arriver jusqu'à vendredi, là. Je suis complètement carbonisé. Complètement rincé. Quelques questions décalées, Thomas, je crois que tu as préparé ça. Merci pour cette interview Intuition. On applaudit, on n'applaudit pas. Ah bah si, on peut applaudir. J'en ai gardé d'autres sur le papier pour la prochaine fois. Bon, Dominique, on est entre nous. Tu as beaucoup usé d'être le fils de, comme on sait, pour devenir avocat. Franchement, être le fils de Funès, c'était le ministère de la Justice quasiment assuré, non ? Quasiment. Oui, quasiment. On va parler de Bourvil dans quelques instants, dont tu nous autorisais à évoquer le nom, la parenté sur la fin de cette émission. Mais pendant pas mal d'années, ça a été délicat, voire gênant pour toi d'être toujours assimilé au fils de Bourvil. Ben, il faut capter sa propre lumière. Et mon père, il en captait beaucoup. Donc, il fallait que j'essaie de trouver quelques interstices pour capter ma lumière. Bah oui, bien sûr. Il fallait la créer. Thomas ? Mélenchon et Ruffin ont boycotté la cravate à l'Assemblée. À quand des avocats sans robe ni épitoge ? Style rockabilly, quoi. Hein, coiffure gominée, perfecto noir, jean à revers, tout ça. Ouais, et rockabilly, c'est bien vu. Hein. Ouais. Alors, j'ai longtemps cru, quand j'ai commencé ce métier, que moi, j'allais mettre la robe pendant 2-3 ans et que ça n'allait pas durer très très longtemps. Mais j'ai été avocat 32 ans et ça n'a jamais changé. Mais alors, j'ai eu une expérience parce que j'avais un tic un peu bizarre. Quand je me déplaçais en vacances, j'allais dans les tribunaux. Donc, je suis allé... Normal. Je suis allé suivre des procès en Italie, en Espagne, et je suis allé suivre des procès aux États-Unis, où ils n'ont pas de robe. Mais ils ont un costume, c'est-à-dire que les hommes sont dans une espèce de costume prince de Galles, et les femmes mettaient des collants. Mais c'était en Floride. Et ce qui fait qu'il faisait une chaleur d'enfer. Donc la clim était à fond pour leur permettre d'être dans leur costume un peu rigide. Et finalement, sans la robe, ils recréaient le rite. Ça m'a paru assez curieux. Et on écoute la playlist de l'invité Dominique Rimbourg pendant qu'on se parle. Ça, c'est justement le rockabilly dont on parlait Thomas. C'est Buddy Holly. C'est Buddy Holly, exactement, avec Peggy Sue. J'ai fait grand public. Hein. Je me suis dit, je vais prendre la plus connue de Buddy Holly, pardon. Une autre dernière question décalée ? Alors, on parlait de sport et de Tour de France tout à l'heure. La justice et le cyclisme sont deux écoles d'abnégation, de sagesse, comme on le sait. Vous auriez défendu Virenque en 2000 et sa bande ? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'aurais expliqué que c'était un système et qu'il était important qu'il y ait une intervention policière et qu'il pouvait remercier l'intervention policière parce que c'est ça qui allait lui sauver la vie. Sinon, il finissait comme Simpson ou voire comme Anquetil. C'est pas Simpson ? C'est Simpson. Armstrong ? Non, celui qui meurt dans l'ascension, Simpson. C'est Simpson, ou Pantani d'ailleurs. C'est Pantani. Pantani. Mais alors Pantani, il était à la cocaïne en plus. Mais il était dopé à l'insu de son plein gré, tout le monde le sait. Oui, mais ça. On m'aurait menti. Oui, et ça c'est un début de défense. Après, il faut affiner. Et une dernière sur la musique ? Alors, aux dernières victoires de la musique, justement, c'est une jeune Belge, Angèle, qui aura fait la mise. Ils sont où, Francis Cabrel et Véronique Sanson ? Ou Alain Souchon, qu'on entend derrière ? On entend Alain ça qui Souchon sont encore les derrière. poids lourds de la musique. Mais comment s'appelle la Nantaise qui chante Jeanne Chéral Non, je ne tiens plus debout là. Christine. Christine. Elle a perdu, ouais. Elle a perdu, mais enfin, elle chante. Toujours. Elle chante encore. Elle chante encore. Elle chante encore. La playlist de l'invité, on entend Alain Souchon derrière. On aurait pu passer Morane aussi. Oui. Voilà, ça fait partie des artistes que tu apprécies particulièrement. Tu dis d'ailleurs, ouais, moi j'aime bien les chansons un peu populaires, comme si tu t'excusais un peu d'avoir ces goûts-là. Non, mais j'aime bien les chansons qui... Une chanson, c'est miraculeux. En 2 minutes et demie, créer une atmosphère. Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Notamment avec celle-ci. Oui. Ouais. Avec la puissance de Morane. Ou encore une chanson, alors un peu moins connue du grand public, mais qui te fait beaucoup rire, de ton papa. On doit chanter ce que l'on aime. Voilà. Alors celle-ci, elle te fait rire surtout quand elle est en public, naturellement, parce que... Non, parce que c'est une chanson tirée d'une opérette. Et moi, j'étais très petit,
J'allais voir ça, j'avais 5 ans. Et tout le comique de la chanson, c'est le décalage entre le caractère mélodramatique de la chanson et la nullité des paroles. Enfin, je veux dire, la nullité du sujet. Ça va finir, la chute, c'est la fin des haricots. Oui, c'est ça. Et moi, j'étais petit et je voyais que tout le monde riait, alors que mon père, il avait l'air d'avoir un chagrin terrible. Et je trouvais ça tellement injuste que tout le monde se moque de lui quand il avait du chagrin. C'est des années plus tard que j'ai compris que... Quelle injustice. Et c'est pour ça. Voilà. Tu es devenu... Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu, transposé de sa fantaisie légendaire? J'aime la fantaisie, j'aime ça, ouais. On peut aimer ça quand on exerce des fonctions aussi sérieuses que les tiennes. C'est pas ce qui, en tout cas, transparaît en premier lieu si on ne te connaît pas. Non, mais on apprécie la fantaisie chez les autres, mais il n'y a pas que ça. J'ai reçu une éducation qui était formidable. Travailler et puis respecter les autres. La question qu'on a dû te poser 5500 fois, comment il était au quotidien? Eh ben, au quotidien, c'était un homme comme les autres. Ça veut dire, c'est ça la découverte qui a du mal à passer, c'est que en dehors de leur activité artistique, ceux qui réussissent dans leur art, au quotidien, ils sont un peu comme tout le monde. Ils sont très normaux, en fait. Ils sont normaux, oui. Limite, ils aiment pas les gens. Ah oui, il fréquentait. Non, il était. Il y avait des amis à la maison. Ouais, non, puis. Ouais, il était un peu solitaire, mais il aimait bien les gens, il était extrêmement généreux. J'ai fait mes calculs, tu avais 13 ans quand Bourvil tourne le Cornio avec Lut de Funès, oui. 15 au moment de la Grande Vadrouille. Oui. Quel souvenir tu gardes de ces moments? J'étais adolescent, tout ça me passait un peu par-dessus la tête. Je veux dire, c'était intéressant, mais j'avais autre chose à faire. Ouais, y a cet aspect-là, je veux dire, chacun... Le rockabilly notamment. Oui, c'est ça, je vivais Alain Souchon. Ouais. Et puis, je suis allé quelques fois sur des tournages de cinéma, mais c'est extrêmement ennuyeux pour quelqu'un de l'extérieur. Pour un ado? Pour un ado, mais pas seulement pour un ado. On commence la scène, pouf, on l'a fait. Et le metteur en scène dit « Ah non, on l'a refait. » Bon, la deuxième ressemble à la première. Ah, on l'a refait. La troisième ressemble à la première. Et au bout de la 15e, on se dit « Mais quand est-ce que ça va arrêter ?» À quelle heure on va manger? Oui, c'est ça. Céline? Il y a cet aspect-là. Est-ce qu'il y a une filiation entre le travail de scène de l'avocat et le travail de comédien de ton père? Oui, c'est des activités de rhétorique, mais c'est pas tout à fait le même métier, même s'il y a un peu de travail, un peu de corps, un peu de travail de la plaidoirie, mais il y a un rapport. Une filiation, c'est peut-être beaucoup dire, mais il y a une relation. Il n'a pas joué un film où il est... Il a joué un film où il est magistrat, Les Bonnes Causes. Voilà. Dernière question, Dominique, et puis on va proposer à Rose et à Yves de nous livrer un petit peu leur ressenti à l'écoute de ton témoignage. Pour les 50 ans de la disparition de Bourvil, l'année prochaine, en 2020, 2 cinéastes vont sortir un documentaire. Il y a un collectionneur belge également qui t'a contacté, à qui tu as confié beaucoup d'archives. Qu'est-ce qu'on va encore découvrir sur Bourvil 50 ans après? Je l'ignore, c'est le talent des cinéastes de le démontrer. En tout cas, tu es plutôt bien placé pour identifier ce que le grand public sait ou ne sait pas. Oui, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est les chansons du début, qui sont aujourd'hui totalement oubliées, mais qui étaient totalement loufoques. Là, c'est un peu dommage que je me dis que ça pourrait ressortir avec... Avec un fond de rap, quelque chose d'actualisé à la mode d'aujourd'hui. Oui, il faudrait peut-être les mettre, refaire l'harmonie, mais c'est surtout totalement loufoque. Totalement loufoque. Oui. Merci Dominique Rimbourg d'avoir été notre invité. Merci à Yoru, je ne me suis pas tourné vers toi pendant toute l'interview, je n'ai pas vu, mais Kevin forcément a pu saisir la quintessence de tes dessins. Yves, Rose, une réaction sur les propos de Dominique Rimbourg? Pas de remarque particulière, mais j'ai eu tout le temps de l'interview en tête un souvenir de 1981. Je devais avoir 7 ans,
d'un petit disque avec la rose socialiste, et je me souviens encore des paroles, ça devait être l'élection de Mitterrand, qui était « France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant ». Donc, peut-être souhaiter au Parti socialiste de retrouver ces accents de 1980 un jour. Allez, un sphinx pour le PS. Rose? Moi, j'étais très heureuse de vous découvrir et d'être à vos côtés parce que vous êtes hyper humain, hyper abordable. Ouais. J'ai aucune raison de ne pas être abordable. Voilà, mais, c'est dit. Le fils à Bourville. Oui, d'accord. Et voilà, et on y revient. Ah non, mais on a bien fait de parler d'autres choses avant, en fait. Oui. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous étions chez Parfum de Crêpe aujourd'hui, en compagnie de Rose Dupé, notre hôtesse, Dominique Rimbourg et Yves Monteil. Vous retrouvez bien sûr cette émission sur la chaîne Réussir. J'espère que le jeune à qui on parlait en début d'interview est resté avec nous. Merci à nos invités, merci à Kevin Roland, Camino Productions d'avoir réalisé cette émission. Merci à Rayoru d'avoir croqué pendant notre émission. Rendez-vous en juin pour de nouvelles aventures. À bientôt, salut. Désormais, vous ne sortirez plus de chez vous sans avoir préparé les 2 mots que vous avez à nous dire. J'ai 2 mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde prend sa place.